villes ou des villages, on voyait des gilets jaunes tranquilles au bord de la route, qui distribuent des tracts, qui distribuent entre eux pour leur faire voir que c'est un bon mouvement, quoi. Et il n'y a pas de raison que dans les autres départements ça marche, et chez nous ça ne marche pas, il faudrait qu'on s'entende pour ça. Pour tout le reste, ils ont tous bien parlé, je me réfère. Mais je pense qu'on devrait faire l'effort de se tenir en contact entre nous, même avec les Italiens, parce qu'il faut que nous on est frontaliers avec Breil, on devrait faire des actions avec Menton, Sotteville, Nice, sur la frontière régulièrement, pas tous les jours, mais je veux dire tous les 15 jours, et pas que sur la frontière à Ventimille, du côté de Cuneo. Et il faut qu'on se contacte et qu'on se bat tous ensemble pour pouvoir le faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne soirée. Voilà, pour moi je m'appelle Laurence. Je suis toujours sur Nice en manifestation, mais j'habite l'arrière-pays, le début de l'arrière-pays niçois, la Roquette sur Var, juste avant le Vince. Bon, moi je voudrais justement rebondir un petit peu, enfin rajouter quelque chose de ce qui vient d'être dit. Ce sont les violences de la police. Jusqu'à maintenant sur Nice, nous n'avions jamais subi aucune violence de la police et la répression n'était pas si forte qu'elle l'est dans d'autres villes telles que Paris, Bordeaux. Voilà. Depuis l'allocution de M. Castaner aux forces de l'ordre, moi j'ai remarqué, il y a à peu près maintenant 4 semaines de cela, eh bien que les policiers étaient devenus très virulents. J'ai été moi-même prise en guet-apens et amenée en garde à vue il y a 3 semaines de cela, alors que je ne faisais rien d'autre que seulement parler fort et haut dans la rue, c'est-à-dire éveiller les consciences des personnes qui ont peur. Donc ces personnes-là s'arrêtaient, écoutaient, tout se passait très bien, il n'y avait aucun souci. J'ai été amenée en garde à vue, ils sont venus m'attraper lorsque je me trouvais toute seule. Je n'avais plus de gilet jaune, je me promenais comme maintenant, sans t-shirt jaune, sans rien. Et j'étais en train, comme je vous le disais, de remonter, j'étais en train de parler, je remontais l'avenue Jean Médecin, après que nous ayons été gazés, environ 1h30 après, peut-être 1h15 après, je n'arrive plus, je ne sais plus exactement. Donc voilà, j'étais juste en train de parler, et j'ai vu à un moment donné, deux policiers en vélo arriver, je n'avais pas tenu compte, j'ai continué à discuter, j'étais très calme, j'étais très posé, j'avais un discours cohérent. Et puis, je me suis tourné environ à, on va dire, 90 degrés. J'ai vu 3 policiers, des Robocop, armés jusqu'aux dents, qui se trouvaient là sur les rails du chemin de fer. Mais je ne me suis pas posé la question, pourquoi étaient-ils là? Moi, je pensais, je n'ai pas fait attention, je les ai juste vus comme ça. C'est par la suite que je me suis dit, de façon rétroactive, ils étaient là pour moi. Mais à ce moment-là, je pensais pas qu'ils allaient m'arrêter. Et puis, peut-être en l'espace de 10 minutes, d'ailleurs des personnes sont témoins ici, je vois Fabrice qui est assis, Patrice qui est assis là, tu as vu la scène, d'autres personnes l'ont vu, Kashka, si Kashka est là qui se présente, il l'a vu aussi, donc je ne raconte pas de sornettes, c'est la pure vérité. À ce moment-là, 8 personnes sont venues, mais 8 Robocop, vous voyez un petit peu comme on voit dans les films de science-fiction là, ces gars qui font 2 mètres de haut, blindés avec des cartouches de partout, boucliers, 4 positionnés comme ceci vers moi et 4 positionnés comme ça. Puis j'ai continué à parler et à ce moment-là, un monsieur est venu, enfin un policier, puis il m'a attrapé la main par l'air, il m'a dit venez madame. Alors après, il faut que vous sachiez jusque-là, c'est qu'une garde à vue, on va m'emmener en garde à vue. Mais j'ai eu la frousse de ma vie, parce qu'attendez, la suite est vraiment... C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. J'arrive même plus à en trouver mes mots, tellement que ça m'émeut encore. Je suis monté dans le camion donc, de police. J'étais à l'arrière avec les menottes, bien entendu. Un policier à côté de moi, de devant. La sirène a été mise comme si on transportait par un bandit. Ah oui, il faut voir, c'est incroyable. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là alors, le policier qui était devant a commencé à bégayer. Je vous le refais. Je vais donc dupliquer. Il lâche le volant. Moi je me dis, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on sourit là. Il n'y a pas de quoi sourire quand vous êtes assis comme ça. Parce que ça, ils ne font pas aux hommes qui sont arrêtés. Ils font aux femmes. Parce que j'ai une deuxième version par la suite, qui est similaire. Donc le gars, il commençait à péter un plomb. Je vous assure, l'autre, il lui disait à côté, calme-toi, c'est bon, on y arrive bientôt.
l'autre derrière lui disait, mais c'est bon, on va arriver à la caserne, tranquille. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est pas des policiers, ça. Mais où est-ce qu'on m'emmène, là? Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, c'est pas des flics. Putain, où j'arrive ce soir, on va me trouver morte demain. Bon. Et puis, quand j'ai vu la caserne de Haut-Var, vous savez, le grand soulagement, j'allais en garde à vue, mais c'était un sacré soulagement. Pour la première fois de ma vie à 57 ans, on m'a arrêté parce que je parlais. Parce que j'éveillais des consciences. Rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. Lorsque je suis arrivé en garde à vue, on s'est très mal, on m'a maltraité pratiquement, puisqu'on ne m'a pas donné à manger. J'ai fait quand même 23 heures de garde à vue. J'ai appelé tout de suite l'avocat commis d'office qui s'est déplacé à 10 heures du soir. Puis celui-ci est revenu à 1 heure du matin. Alors moi je demandais tout le temps quand est-ce que vient l'officier de police OPJ, l'officier de police judiciaire, pour que je puisse faire mon audition. Parce qu'attendez, moi je pensais rester peut-être 3 heures, 4 heures, j'avais rien fait. Je vois pas ce qui nécessitait, ce qui justifiait une garde à vue aussi longue. Donc l'avocat est venu, m'a dit pour l'instant on ne peut rien faire madame, vous attendez. Je suis resté très calme, la seule chose que je faisais, comme j'avais froid, il n'y a pas de couverture, de toute façon si il y en avait eu elles auraient été pourries, je ne serais pas mis sur moi, mais il n'y en avait pas. Il y avait un matelas pourri, c'est-à-dire une mousse déchiquetée, des molards, j'ai vu des molards et ça sentait l'urine. Vous voyez les conditions de détention. Celles-ci ne sont même pas justifiées pour un bandit, pour une personne, un délinquant, c'est même pas justifié. On ne doit jamais faire ça à aucun humain. Mais enfin, une personne comme moi qui ne suis pas délinquante, encore moins. Donc je me suis trouvé assise en cellule avec une jeune fille qui, elle, je l'ai rencontrée aujourd'hui, s'appelle Véronique, elle est de Mougins. Elle était pour la toute première fois en manifestation sur Nice et elle s'est faite arrêter. Pourquoi? Non pas parce qu'elle parlait à la foule, non pas parce qu'elle haranguait la foule, mais tout simplement parce que cette jeune fille avait c'est-à-dire photographié, avait pris une vidéo, c'est-à-dire de la scène au moment où ils ont gazé. Et elle a fait 22 heures de garde à vue. Voilà les traitements qu'on inflige à des gens qui ne sont pas des voyous. Alors moi j'ai été maintenant, c'est-à-dire qu'aucune cause n'a été retenue contre moi. Le seul motif c'est, et c'est pas tout à fait juste, c'est arrestation, c'est-à-dire arrestation pour attroupement après sommation. Or les sommations ont eu lieu bien avant. Elles n'ont pas eu lieu juste avant que je parle à la foule, mais 1h15, 1h30 avant. Et je n'avais plus de gilet, je n'étais pas en manifestation. Je n'étais pas avec un gilet jaune. Je partais, j'allais rentrer chez moi. Et puis j'ai eu le mauvais feeling de rester un peu plus longtemps là pour parler avec les gens. Donc, après ça, que voulais-je dire encore avec la jeune fille? Il y avait encore un point que je voulais dire. Alors elle a subi dans le camion, dans la voiture de police qui l'a emmenée en garde à vue, elle a subi des bêlements. Avec le couteau qui passe sous la gorge. Ça va loin. Ça va très très loin. Ça, c'est de la terreur psychologique. Donc, en garde à vue, comme je vous disais, on n'a pas eu à manger, à boire. Il fallait aller prendre de l'eau du robinet dehors. On n'a pas eu à manger, sauf le matin. À 7h du matin, une petite prise d'orange, 7h30, et de petits biscuits. Ensuite, on est venu me chercher attendez, je crois que c'est 5 ou 6 heures du matin, pour me prendre l'ADN. Avec un bâton-tige. On m'a pris l'ADN, donc on m'a fiché. Voilà. Et puis après, l'avocat est venu à midi pour l'audition. Et là, je ne suis pas sorti tout de suite, alors qu'après 14 heures, le procureur devait déjà donner une réponse. On m'a fait attendre jusqu'à 17 heures. Enfin, 16 heures, on est venu, on a pris mon téléphone. On m'a demandé de venir à la fouille, de donner donc le code pour le téléphone. Donc moi, j'avais rien à cacher. J'aurais pu m'y refuser, mais certainement j'aurais prolongé ma garde à vue, donc j'avais pas envie de la prolonger. Et donc voilà, en partant, la dame m'a dit, je sais pas madame, comment vous faites, ils ont cru que j'étais peut-être une droguée, je vous assure, c'est pour ça l'ADN, parce que sur place j'avais froid dans la cellule et je sautais. Sur les 23 heures de garde à vue, je vous assure que j'ai dû sauter moi pendant 11 heures, pour me réchauffer.
Voilà. Et surtout parce qu'assis sur un petit lit en béton, mais je m'asseyais juste sur le coin parce que c'était pourri, à un moment donné, j'avais les jambes et tout qui étaient rouillées pendant des heures assises. Donc je me levais puis je sautais pour me réchauffer. Donc maintenant, à ce jour, je dois passer, j'ai un rappel à la loi, le 15 mars, pour attroupement après sommation. Alors moi, j'aurais bien voulu, si je n'y vais pas, je passe en correctionnel. Si j'y vais, je vais y aller, mais normalement, je ne devrais pas y aller, puisque moi, je ne suis pas d'accord avec cette... comment on appelle ça voilà, ce chef d'accusation. Alors maintenant, je me demande ce qu'il faut faire pour pouvoir contrer ça en restant dans la légalité sans avoir à passer en correctionnel. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire à mon sujet. Le reste a été dit aussi, donc je ne vais pas rebondir sur ce que vous avez déjà si bien dit avant moi. Merci. Bravo Laurent. C'est un témoignage très intéressant. Attendez, excusez-moi. Le principal, j'ai oublié, le principal. Merci. Excusez-moi de reprendre la parole, de remobiliser la parole. Ouh là là. Alors aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés à la place Garibaldi en fin de manifestation, j'ai le policier qui s'est montré très virulent lors de mon audition. J'avais 2 policiers plus mon avocat qui étaient les 2 policiers corrects. Mais un certain monsieur qu'on surnomme Sushi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est celui qui est rentré, ce policier-là lors de mon audition, et qui pensait apporter de nouveaux points. Il pensait que j'avais peut-être menti. Et moi je disais au policier, vous voyez, je vous ai dit la même chose, n'est-ce pas? La même chose. Et je répétais, je vous ai expliqué ça, non, je ne l'ai pas dit. Bon, il croyait justement que j'allais mentir, j'avais dit toute la vérité. Ce soir, ce monsieur-là nous a suivis pendant toute la manifestation. Et quand on est arrivé à la place Garibaldi, c'est très important, j'étais en train de discuter avec 3-4 gilets jaunes. On était en train un petit peu de faire un petit feedback de ce qui s'était passé la journée. Un petit compte rendu. Et là, ce monsieur s'approchait de moi et m'a dit voilà madame, est-ce que vous pouvez venir là-bas pour parler à un des policiers? Alors je lui ai dit, ce policier vient à moi. Il m'a dit non, non madame, venez là-bas. Je lui ai dit non, vous pouvez venir ici. Il m'a dit vous avez peur? Je lui ai dit oui monsieur. Ils ont essayé de m'enlever encore ce soir. Oui, c'est vrai. J'ai un témoin, monsieur Alex Suba. Il a tout entendu. Merci Laurence. Alors, donc moi, je ne peux plus partir maintenant des manifestations sans avoir quelqu'un qui m'accompagne ou m'a accompagné encore. ce témoignage est très intéressant parce qu'il montre, s'il en était besoin, mais vous savez, on a toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu théorique. Quand on dit, comme Moreno disait tout à l'heure, ou Fabio, que finalement ces gens étaient prêts à tout, pour briser le mouvement, pour impressionner, pour faire peur, pour que les gens restent chez eux. Eh bien, on a une illustration pratique. Voilà. Quand on dit qu'ils sont prêts à tout, quand on dit qu'avec la loi anti-casseurs, ils se donnent les moyens d'impressionner encore plus, et bien voilà, on a une démonstration qui est vraiment très intéressante. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Après. Un peu moins si c'est possible. 2 minutes à quart. Un tout petit peu moins si c'est possible. 3 minutes. Bonjour, Marie-Pierre, on vient du bar de Brignoles. Voilà, je vais vous parler. Nous, on fait un rassemblement le 17 février pour la date et pour rassembler tous les petits villages qu'il y a autour de nous. Parce que c'est vrai qu'on en a, nous à Brignoles, on a tous les petits villages, mais très peu de quantité. Donc on va rassembler tout le monde, on va faire des ateliers du riz, on va faire une garde pour enfants, on va faire des jeux, on va faire des choses comme ça, pour amener, en fait on va tracter, on veut amener tout, voilà, tous les petits villages pour qu'ils comprennent pourquoi nous, Gilets jaunes, on est là et qu'ils aient plus peur. Voilà, je pense que c'est une solution.
Oui. Venez. Avant une petite annonce, si je puis dire. Tout à l'heure, vous avez parlé, enfin il y a, je ne sais plus qui, je ne sais plus son prénom. Tony, voilà, de Braille. Le Braille. De Braille. Non mais j'oublie pas Braille, qui a parlé de coordination. Donc, ceux qui veulent participer à cette coordination, pour commencer à la faire vivre, peuvent peut-être donner, tout à l'heure, s'approcher en tout cas de Jacques, et puis donner leurs coordonnées. Voilà. ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la réunion, quand ce sera terminé, on ne va pas embourber tout ça maintenant, je me mettrai dans le hall là-bas, et que ceux qui désirent participer à cette coordination me donnent nom et mail, afin qu'on puisse très vite être tous en relation les uns avec les autres, et comme dit l'autre, l'union fait La force. et en plus, on ne lâche rien. Jamais. Macron, démission. Bonsoir, je m'appelle Serge Pifot. J'aurais deux choses à vous dire. Je vais être bref. Serge Nice. Donc le plus bref possible. Simplement vous raconter ma petite expérience. J'ai été arrêté le 1er décembre à Paris, alors que je sortais à 18h d'une formation. Je cherchais un groupe de gilets jaunes pour manifester avant de repartir sur Nice. Et j'ai pas eu le temps de manifester puisque j'ai été arrêté immédiatement par des CRS sous prétexte que j'aurais envoyé des projectiles et des pétards et des projectiles ayant entraîné 8 jours d'ITT. Donc ce qui est complètement faux. Et quand j'ai été auditionné, j'ai vécu 48 heures de garde à vue, ça a été un cauchemar. Et quand j'ai été auditionné, le policier qui était à côté m'a dit monsieur, vous avez de la chance de ne pas avoir de traces de coups, parce que si c'est moi qui vous aurais arrêté, je vous aurais massacré. Donc j'ai dit, c'est bien, vous auriez massacré un innocent. Voilà. Et à savoir que après j'étais déféré au dépôt à Clichy, avec les menottes, comme si j'étais un terroriste. Et dans la cellule dans laquelle j'étais, il y avait un monsieur qui avait filmé un CRS en train de massacrer un gilet jaune. Et le CRS a arrêté cette personne-là en disant qu'il avait une pierre à la place de son portable. Voilà. Et donc il a été passé devant le juge, tout ça. Bon, il a demandé à être différé, à avoir un jugement différé. Et quand il a récupéré son portable, on lui avait effacé la vidéo. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, moi, c'est la première fois que je participe à une réunion, pas celle-là, mais jusqu'à présent, je ne faisais que marcher. Et j'étais un peu choqué de voir un peu les luttes intestines qui se passent dans les réunions. C'est-à-dire que malheureusement, la nature humaine est ce qu'elle est, il y a un certain nombre de personnes qui sont quand même assoiffées de pouvoir, qui veulent briller, qui jouent au chef, tout ça. Et certaines imposent des dates, des lieux de rendez-vous, sans concertation, ou alors ne veulent pas que quand il y a une plateforme qui est créée, nous à Nice, on a eu beaucoup de mal à faire enregistrer notre date pour Nice. Et il y a c'est-à-dire de la censure. Et en fait, ce que je vais expliquer par là, c'est que on fait, tous on lutte pour un changement global. Et malheureusement, je vous invite à prendre garde parce que malheureusement, chez les humains, il y a beaucoup d'ego. Et il y en a beaucoup qui veulent prendre le pouvoir, jouer au chef. Et il ne faudrait pas, s'il n'y a pas d'éthique, si les choix, les décisions ne sont pas pris par la base, moi personnellement, j'ai pas envie de m'investir si c'est pour refaire ce qu'on reproche au gouvernement, quoi. Ça sert à rien. Donc soyez vigilants si les gens que vous suivez, que vous écoutez, ont de mauvais fruits, qui commencent à jouer au chef, à s'imposer comme la réunion à... C'était où là, où ils se sont fait tous arrêter là? Non, avant, au tout début à 10h. À Alliance, non? Voilà. Il y a une réunion à Alliance, tout ça, il n'y a pas eu de concertation.
Ils ne voulaient même pas qu'on parle de notre... on voulait qu'on supprime notre marche à 14h. Donc voilà, il y a beaucoup de luttes intestines. Elle a été censurée. Et ça a été censuré, donc soyez vigilants. Il y a trop de chefs à Nice. Oui, il y a trop de chefs. Oui. Donc, Ah oui. Moi, je vais où je veux et quand voilà, je pense que moi je serais partisan de communiquer, d'essayer de s'entendre et de calmer les ardeurs de ceux qui veulent avoir le pouvoir et jouer au petit chef. Si malheureusement ils restent sur leur position, on ne peut pas forcer les gens à changer. Mais n'insistons pas et restons ensemble entre personnes civilisées et comment dire, où il y a vraiment une démocratie et le respect de l'autre. On ne s'impose pas aux autres. Voilà. Merci bien pour votre écoute. Merci Serge. Alors effectivement, ça aussi, ça pose un problème. Hein. C'est le problème de l'organisation et de la démocratie. Bon. Pour qu'un mouvement soit efficace, il faut qu'il soit organisé. Voilà. Mais pas à n'importe quel prix, si je puis dire. C'est à nous de choisir nos formes d'organisation, mais ces formes d'organisation doivent impérativement être démocratiques. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile à le faire comprendre ou à le faire respecter une fois que ça a été acté. Mais quand même, l'organisation est une des conditions nécessaires de l'efficacité. Donc, il faut passer quand même par une organisation. Alors, après, on l'a choisi, on peut avoir une structure que l'on délie, qui n'est pas forcément une structure permanente, hein, puisque on peut élire quelqu'un pour 10 minutes, on peut élire quelqu'un pour 1 heure. Donc voilà, mais il faut quand même impérativement s'organiser, parce que sinon, on arrive à ce type d'exemple. Moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais dans le Val d'Oise, c'est rigoureusement la même chose. Hein. Alors, on a 6 groupes de gilets jaunes. Il y a 6 groupes de gilets jaunes. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Citoyens Gilets jaunes 95. Donc, on peut le trouver sur Facebook, comme tout le monde, évidemment. Et on a beaucoup de difficultés aussi à s'organiser. Alors, on a réussi quand même à avoir entre les groupes une organisation commune qui est un calendrier d'action. Et donc, chaque groupe dit, bah, nous on veut faire telle action, à telle date, voilà. Et puis, ce calendrier, il est partagé, il est commun, au travers un groupe, comme le proposait Jacques, et puis les gens s'inscrivent. Ils disent, bah, je viens pour telle action, je viens 1 heure, je viens 2 heures, on fait beaucoup de blocages. Blocage d'autoroute en sortie, pour lever les barrières, pour que les gens ne payent pas. On fait aussi pas mal de blocages, puisqu'on a des plateformes d'approvisionnement pour les supermarchés, enfin voilà. Et on bloque les camions poubelles aussi, parce que à Paris, et aux environs de Paris, c'est un gros problème, les poubelles. Donc on désorganise ce genre de choses. Donc c'est des blocages qui durent peu de temps, entre 2h30 et 3 heures. On se dirait de toute façon, mais en 3 heures, on réussit à désorganiser quand même pour la journée ou les circuits de ramassage des ordures ou les plateformes d'approvisionnement. Voilà. Quelqu'un d'autre? Juste un mot là-dessus. Tu voulais dire un mot, Jacques? Un mot là-dessus. Un mot là-dessus. Oui, un mot là-dessus. Après, Excusez-moi, la dame, elle veut parler depuis un moment, et comme c'est une nana, elle parle pas. Attends. On l'a pas vu, la révolution, ça sera quand les mecs qui pourront la vaisselle, vous voyez? Puis je vous ai monté les Jacques, la vaisselle, s'il te plaît. Ouais, non mais attends. Jusque-là, tous calmement, j'aime ce qu'on a à dire, t'énerve pas. Je veux dire, moi, personne n'a vu la dame, elle est où la dame? Elle est là, devant. Non, vous voulez y aller, laissez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, je veux dire juste une chose sur la question d'organisation, ça me semble important. Bon. Moi, je crois que ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question de la démocratie, c'est fondamental. Et la bienveillance. Et la bienveillance aussi. S'il n'y avait pas eu ça depuis le début, il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça le point de départ.
Le point de départ, c'est que les Gilets jaunes n'ont eu besoin de demander l'autorisation à personne pour faire ce qu'ils ont fait, pour se voir, pour se réunir, pour décider entre eux sur un barrage ou ailleurs, et pour mettre en accord leurs actes et leurs paroles. Donc vous avez complètement raison. D'ailleurs, il y a un exemple historique qui, à mon avis, est important, c'est la Commune de Paris. Vous savez que la Commune de Paris, les délégués qui étaient élus pendant la Commune, étaient révocables par principe, révocables évidemment s'ils n'avaient pas respecté leur mandat. Mais il y avait même mieux. Il y avait des délégués d'usine qui étaient révocables d'office au bout d'une semaine, parce que l'argument était le suivant: plus d'une semaine, ça veut dire des relations qui peuvent être privées avec le patron, et donc une mise en pratique qui peut être contraire à l'intérêt des gens qui l'ont mandaté, qui le représentent. Donc vous voyez que c'est vachement important. Et ça, c'est très important. Donc, moi, je vous propose la chose suivante. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va faire une liste à la sortie pour faire une coordination. Je suis pour que cette coordination fonctionne de la façon suivante. Premièrement, il n'y a aucune décision secrète prise au nom de qui que ce soit dans cette coordination. Tout est transparent. Deuxièmement, on est tous majeurs, on ne se prend pas la tête pour une virgule dans un tract, un truc, un machin, sinon on n'en sort plus. C'est la contrepartie du truc. S'il y a une virgule qui est mal placée, on s'avale la virgule, c'est pas très grave. Sauf s'il s'agit d'une orientation fondamentalement différente. Et troisièmement, on soumet à travers cette coordination un certain nombre d'actions qui peuvent nous rassembler, et chacun décide s'il y participe ou pas. Exemple, la dame qui tout à l'heure a parlé de son arrestation, et j'arrête après. Je ne sais pas si elle va être déférée ou pas, et si elle va passer en correctionnel. Je veux dire, l'avocate qui est là peut nous donner plus de renseignements. Mais en tous les cas, si une coordination existe, une décision immédiate qui doit être prise, c'est tous les gilets jaunes au palais de justice pour la soutenir lorsqu'elle passe, parce que ce qui lui est arrivé est pire. Voilà à mon sens le type de fonctionnement. Pas décider pour les autres, mais mettre en commun nos forces. Maintenant, madame. C'est gentil, c'est qui applaudit. Merci beaucoup. Bonjour, je vais essayer de ne pas cafouiller. Je m'appelle Hélène et je venais du rond-point de Cannes-sur-Mer. On essaie de continuer à être actif à Cannes-sur-Mer. Et on a eu une petite idée parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de manque de communication. Il y a énormément encore de Français qui ne comprennent pas pourquoi on est dans la rue. Ils ne savent même pas ce qu'on revendique. J'ai encore vu des gens, ça fait 13 semaines maintenant, qui ne savent toujours pas ce qu'on veut. C'est incroyable. Donc ce qu'on a imaginé à Cannes-sur-Mer, oui, c'est véridique. C'est vrai, oui. Ce qu'on a imaginé à Cannes-sur-Mer, c'est légitimer un petit peu la situation. On a créé une association. L'association Le Peuple en Jaune. Je vous invite à aller voir le site internet qui vient d'être fait. On a fait également une petite cagnotte, parce qu'en tant qu'association, on a le droit d'avoir une maison des associations à Cannes-sur-Mer, d'aller s'y rendre de temps en temps. Mais ce sont des créneaux horaires assez restreints. Donc on cherche un local, on veut avoir une permanence pour pouvoir justement communiquer avec les gens et pouvoir leur expliquer tout ça. Voilà. Donc l'association Le Peuple. Bien. Merci. Ah, Monsieur, excusez-moi. Il lève la une autre dame. Alors moi je suis Pikachu, on vient du Nuit, et en fait je rebondis sur l'idée de madame, parce qu'avec un ami, ça fait une bonne petite semaine, on se planche sur un projet qui nous semble très intéressant et qu'il faudrait le développer au plus possible. Donc nous on va essayer d'avoir sur Draguignan, le Nuit aux alentours. C'est par le principe d'association. Parce que si on ne passe pas par l'association, on se fait réprimander, vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de vendre, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et nous on se dit, on veut aussi, alors j'essaie d'utiliser des bons mots mais je suis un peu jeune et j'ai du mal. On essaie aussi de, bon excusez-moi, de niquer l'État, de manière, ouais, avant un faire avec ça, voilà, et on essaye de le faire de manière intelligente aussi, sans forcément embêter les gens, parce que nous on a commencé à faire des filtrages, tout ça, les gens se plaignent, les gens en ont marre. On s'est dit, la plupart des gens ils ont du mal à boucler leur fin de mois, la plupart des gens ils ont du mal à trouver leur vêtements, la plupart des gens ils ont du mal à se loger ou à avoir des meubles. Nous, on a en vue un petit terrain, anciennement une déchetterie, qu'on essaierait de voir avec notre commune, là à partir de lundi je me fonce demander l'accord pour s'y installer, nettoyer le terrain, et en échange on a le droit d'y aller et de s'installer pour faire de la permaculture,
pour recycler des meubles, pour récupérer des vêtements. Et le but, comme on est une association, on a le droit de vendre au coût le plus bas aux gens. Ce qui nous permettrait de créer un contact avec les gens qui ne sont pas gilets jaunes, de les mobiliser et d'avoir un impact économique. Ça veut dire que les gens, ils n'iront pas à Carrefour, ils n'iront pas à Lidl, ils n'iront pas à Gémeaux, ils n'iront pas à tout ça. Et d'un point de vue écologique, on recycle, on récupère les meubles, on les remonte, on est sur tous les points de vue utiles. Voilà, et c'est une idée qu'on a eue. Merci. Ce n'est qu'un projet pour l'instant dans notre commune, on n'a pas encore réussi à le mettre en place, on croise les doigts pour réussir à le mettre en place, mais si l'idée vous plaît à vous aussi, ça serait intéressant de le faire un peu partout. Le but est de reprendre le pouvoir au niveau local et pourquoi pas essayer après de département à département, de région à région et un jour national. Voilà, merci. La suivante. Bonsoir, monsieur. Je peux m'asseoir? Tu rigoles ou quoi? T'as pas de gilet jaune, mais tu peux. Oui, c'est vrai, je vais dans ma voiture, je suis désolé. Bon, moi je vous présente, je m'appelle Debout. Non, forcément. S'il est mieux assis. Non, je m'assois. J'aime pas être sur le devant de la scène, j'aime mieux être assis. Bon, donc nous connaissons, messieurs, mesdames, pour la Royale, parce que j'y suis souvent monté avec René Lédan et compagnie. Et c'est Alain Colorado comme est américain, on ne peut pas me couper. Je suis un peu cowboy sur les bords. Voilà. Donc, 13e semaine où les gilets jaunes, sur tout le territoire, font ce qu'ils ont à faire. Si vous le regardez bien la vidéo, c'est toujours le même scénario. Ça défile, les casseurs arrivent, les CRS, les gardes mobiles interviennent, et ça n'avance pas depuis 13 semaines. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus de coordination, et ce que propose monsieur, je crois que c'est judicieux, Jacques, pardon, et si ça pouvait s'étendre des départements aux autres départements, ce serait merveilleux, pour donner une tête au mouvement, parce que sans tête, on n'ira pas loin. Le dernier rempart de la République, c'est quoi? C'est la police. C'est elle qui bloque le système. Après, c'est l'armée, ça va venir. Macron attend l'article 16, il attend quelques bavures des gilets jaunes sur les policiers pour déclencher l'article 16, et après, c'est la guerre civile. Il ne faut pas se cacher les choses. En 1789, ils ne sont pas allés avec le sourire et les fleurs. Ils avaient les haches, ils avaient les fossiles, ils avaient les serpillettes, et ils y sont allés. C'est clair et net, ça, il faut s'y attendre. Hein. Oui, beaucoup de femmes, parce qu'elles sont, comme Laurence, merveilleuses, j'ai vu sur le terrain, championne du monde. Donc, il faut s'y attendre, ça. Il ne faut pas rêver, c'est pas une question d'aller manifester. Moi, pour aller me faire matraquer et gazer, je reste à la maison. J'étais au stand de tir. Essayez de réfléchir. Voilà. Je suis désolé de le dire, j'étais au stand de tir. Voilà. Parce que peut-être que. Voilà. Donc, le dernier rempart actuellement, c'est la police. Et plus tard, l'armée, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle va faire l'armée en fait. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais, alors moi, ce que je propose, quand on voit 5 ou 600 CRS gardes mobiles en face, que derrière, il y a 20 ou 30 000 bonhommes. Mais allez-y, chargez les mains chargées, avec des barres de fer, vous allez voir le commandant, vous allez voir la garçon. Vous êtes 600, on y est 6000. Ben oui, alors ça va durer des années. Ça va durer des années. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais c'est pas la violence. C'est tu frappes, on frappe. Tu frappes, on frappe. Tu tires, on tire. Ça va durer des années. S'il vous plaît, chacun son point, chacun a le droit de s'exprimer. Quand même. Si on parle de démocratie, hein, puisqu'on parle de démocratie. Merci. Je pense que quand même, c'est plus logique qu'on nous voie pacifiquement, un petit peu partout, et tout le temps, qu'en arriver à ce système-là. Bien sûr, bien sûr.
la démocratie, c'est aussi de ne pas prendre la parole n'importe quand. C'est comme la discipline, c'est-à-dire de demander la parole, parce que sinon, là aussi, on n'y arrive pas. Bon. Alors, ce que je vous propose, on va écouter monsieur, parce que je ne sais pas quel est ton prénom. Voilà, et puis ensuite, puisque Françoise a rédigé l'appel, ce que je vous propose, c'est qu'on lise cet appel, et puis qu'on voit si vous êtes, qu'elle le lise, hein, puis qu'on voit si vous êtes d'accord ou pas avec ça. J'aimerais qu'ensuite on s'arrête un peu, qu'on puisse, une fois qu'on aura traité l'appel, si je puis dire, s'il y a des questions à nos amis italiens, ce sera aussi le moment de les poser, parce qu'on avait dit débat. Le débat, c'est pas forcément aussi une succession de prises de parole. Hein. Il peut y avoir des questions, notamment avec nos camarades italiens. Bonjour, désolé, j'ai plus de voix. Ah, c'est pour ça. Et quel est ton prénom, plus de voix? Moi, c'est Azedine. Je viens du Nuit de Var. Voilà. Donc, je voulais rebondir sur le monsieur qui voulait être armé. Donc, avant d'aller armé, prendre des risques, parce qu'ils sont beaucoup plus armés que nous, il faudrait éviter déjà, parce qu'il y a déjà assez de blessés et de morts. Donc, le mieux, c'est d'agir la nuit, comme beaucoup agissent la nuit. Donc, par exemple, aller dans les gendarmeries, etc. Leur bloquer leur véhicule, parce que sans véhicule, ils ne pourront pas venir vous voir. Ensuite, il y a des opérations de nuit aussi qui se font beaucoup, que les médias en parlent très peu. Quand ça touche les magasins et que tout le monde est au courant, il n'y a que les médias comme Pharmacia ce matin qui s'en parlent. Comme chez nous, à Trans-en-Provence, Carrefour, la station a explosé. Tout le monde est obligé d'en parler parce que c'est tout Draguignan qui est au courant. Il y a Algi à Grasse qui a brûlé. Tout le monde est obligé d'en parler. Mais il y a beaucoup d'autres opérations qui sont cachées. Par exemple, dans le Var, comme nous, on est au courant des centaines de relais pour bloquer Internet. Donc, les gens n'ont plus Internet. Ils ne peuvent plus communiquer. Ils ne peuvent plus communiquer pour les médias. Et ils sont vraiment très embêtés. Vers chez nous, il y a eu une antenne qui a été brûlée. C'est l'antenne de la Française des Jeux. Et la Française des Jeux rapporte beaucoup d'argent. Plusieurs antennes ont été brûlées. Les antennes de péage. Donc, s'il n'y a plus d'antennes de péage, ils ne peuvent plus enlever les prélèvements ni envoyer les factures aux clients. Donc, pour couper l'économie. Donc, c'est des solutions mieux que d'aller armer face à face. Ça, c'est vraiment le dernier moment pour y aller. Donc, je vous dis, le mieux, c'est de bloquer, mais discrètement, les gendarmeries, la police, bloquer les caméras parce qu'il faut surveiller avec les caméras. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Vous voyez, comme ça, sans hurler, sans parler fort, sans hurler, on peut se faire entendre. Alors, je vous propose, juste après, je vous propose de passer à l'appel. Alors c'est loin d'être parfait, ça a été fait un peu à la va-vite. Juste avant, je me permets de prendre la parole pour dire à Laurence, il est hors, on lâche rien. Nous après, pour dire à Laurence qu'il est hors de question de se servir de toi pour la cause, mais c'est vrai que tu vas être déféré certainement et que ce jour-là, ça doit être vraiment un moment de manifestation des Gilets jaunes en soutien à ce que tu es, et la défense doit être extrêmement politique. Il n'est pas question d'avoir une défense foireuse. Il faut dire pourquoi tu as été arrêté, il faut dire que tu es gilet jaune, et il faut faire de ce procès le procès de ceux qui aujourd'hui pourchassent les gilets jaunes. Alors, moi je pense qu'il y a... C'est-à-dire, lorsque je vais déférer, j'explique ça? Non, les avocats l'expliqueront.
Mais toi, tu assumeras le fait d'avoir été arrêté en tant que gilet jaune et il faudra que ce soit une manifestation importante du tribunal de Nice, relayée par la presse et relayée notamment par Nice Matin. Donc je dois prendre un avocat. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr et certain et d'urgence. Oui. Comme avec Cédric, comme avec Cédric. Ben non. Comme avec Cédric, on y va tous. On y va en tant que gilet jaune, on n'y va pas en tant qu'autre chose. Hein. Bon, alors, voilà cet appel. Nous, Gilets jaunes, réunis le 9 février. Ah oui, je voulais dire que cet appel, il a peut-être aussi un rôle. C'est que moi, je comprends qu'on veuille fréquenter les stands de tir, pourquoi pas. Par moment, j'en ai très envie, moi aussi. Je peux comprendre que l'on fasse des propositions type les actions de nuit, mais avant de se lancer dans la guerre civile, avant de voir le sang couler de part et d'autre, et notamment de notre côté, je crois qu'il faut essayer de se servir de tout ce qui est possibilité démocratique, de combat démocratique, et ce genre d'appel, c'est justement une réponse démocratique à ce que sont en train de faire en face de nous ceux qui combattent pour le pouvoir de Macron. Alors, nous, Gilets jaunes, réunis le 9 février 2019 à Nice, avons réaffirmé que nous ne lâchons rien. Pour notre pouvoir d'achat, pour les services publics, pour le sort les droits des travailleurs, des salariés, des petits patrons, des commerçants, des jeunes, des retraités, de vivre tout simplement. Nous constatons que le gouvernement Macron-Castaner-Philippe a fait adopter le 5 février dernier une loi anti-casseurs qui vise à interdire le droit de manifester à tous ceux qui combattent la politique de ce gouvernement sous prétexte de maintien de l'ordre public. Cette loi, c'est la mainmise totale du pouvoir des préfets sur le droit de manifester. Comme le dit un député de la République, c'est le retour à Vichy. Nous pensons qu'il y a urgence pour les libertés démocratiques. Là encore, c'est le droit de vivre qui est menacé. Aussi, nous appelons toutes les organisations, associations, magistrats, forces démocratiques et citoyens à se lever en masse pour exiger l'abandon de la loi anti-casseurs. Alors, si vous voulez bien, on peut procéder comme ça. Moi, je vous propose que cet appel, qu'on appellera l'appel de Nice, hein, si vous êtes d'accord qu'on le vote, ou s'il y a des... Cet appel, oui. Cet appel, qu'on vote cet appel et qu'on le publie sous le nom d'appel de Nice, hein, pourquoi pas. Voilà, et donc on appelle d'autres organisations à signer, d'autres groupes de gilets jaunes, d'autres organisations à signer. Voilà. Sans exclusive. C'est la question des libertés démocratiques, donc sans exclusive. Alors c'est en entendant Laurence que j'ai rajouté dans cet appel l'appel aux magistrats, parce que c'est très important. Dans notre pays, nous nous apercevons que les magistrats aujourd'hui sont totalement instrumentalisés par le pouvoir, comme la gendarmerie et comme la police. Les magistrats, c'est important parce que c'est eux qui font passer les lois. C'est eux qui font passer les lois et je crois que les magistrats ont leur responsabilité. Par exemple, dans ton cas, ils ont validé les conditions de garde à vue, ils valident le fait que les avocats ne sont pas appelés pour assister les gens au moment de la garde à vue comme c'est le cas, et donc je crois qu'il faut aussi les mettre en porte-à-faux et à leur adresser cet appel. Est-ce que vous êtes d'accord sur la façon de pratiquer? Oui. Oui, si je peux me permettre. Bien. Je ne sais pas si, comme dans les assemblées parlementaires, on dispose d'une proposition d'amendement, mais il me semble que l'allusion au gouvernement de Vichy, bon, on sait que quel parlementaire, en plus, je crois que c'est Charles de centre-droit qui l'a proposé, mais il me semble aujourd'hui que la violence, la manipulation est tellement plus insidieuse que celle éventuellement qu'on peut reconnaître du gouvernement de Vichy. C'était quand même pas mal à l'époque. Hein. D'accord. Mais tellement plus insidieuse avec les moyens de communication que de la réduire à des moyens de répression comme le gouvernement de Vichy et à mon avis insuffisante comme comparaison. Voilà. Non mais il faut être lucide, c'est pas des bisounours aujourd'hui. Autre... Approche-toi, on leur parle de là-bas si tu veux. Ah, c'est pour en venir... Les gilets jaunes, en fait, c'est le prolongement de l'huile de boue, on va dire. Ça a commencé il y a 2-3 ans, c'était super. Mais l'histoire, c'est pour répondre, je crois, Serge. Il y a tout le monde qui veut être chef, et donc ça fout le bordel.
Et c'est pour ça que le pouvoir part pour avec les peuples et voter. Le pouvoir part pour avec les riches, les oligarchies, tout ça, c'est fini. Cette année, le Père Noël était jeune, il faut qu'on en profite. On n'est pas tout, on commence, on prend au zéro. La crèche aussi était jeune. Je crois qu'il faut arrêter d'être obsédé, personne ne veut être le chef, et on est organisé d'une façon où il n'y a pas le chef. Les nuits debout, à la fin, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Mais eux, c'est pas la nuit debout, c'est nuit debout, on n'est pas à la nuit debout ici. Mais même l'inverse. Non, mais le jour au Mamac, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Non, juste un truc. Il y a tout le monde qui va imposer son truc. Juste une chose, je pense que la différence fondamentale, monsieur pose un problème qui peut être réel, mais il faut voir la différence. La différence fondamentale qu'il y a entre ce qu'a été Nuit debout et ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes, c'est le socle de constitution de ce mouvement. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui est là pour débattre de l'air et du temps, qui va de l'écologie à la nourriture, au véganisme, etc., etc. Nous, on n'est pas là pour ça. Chacun a, d'un point de vue moral sur ces questions-là, la position qui est la sienne. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est constitué pour la question du pouvoir d'achat, pour la question de ne pas crever, pour la question du fait que les retraités n'ont plus les moyens, pour la question du fait que les jeunes peuvent avoir un travail, pour la question des salaires, pour la question des petits commerçants, etc., etc., etc. Et donc à partir de là, ça n'a rien à voir avec le mouvement de Nuit debout. Nuit debout, c'était pas ça. Les Gilets jaunes, c'est un socle, c'est pas de la théorie, c'est un socle pratique qui nous réunit, et c'est d'ailleurs ce socle qui fait notre force, à mon avis. Alors, on termine, si je veux dire, avec cet appel. Donc, on est d'accord sur la façon de faire. On vote. Oui. Il paraît qu'il y a une dame qui veut prendre la... et qu'on n'a pas donné la parole. Est-ce que c'est là-dessus? Alors c'est après. On termine avec la séquence, si je puis dire, appel. On vote et après tu prends la parole. Bon, donc qui est pour cet appel de Nice? Attendez. Non, mais... Non, c'est l'Assemblée, si tu veux. C'est l'Assemblée. Si on attend d'avoir tout le monde, c'est pas très bien. Non, mais attendez. C'est le vote. C'est le vote de... Si vote il y a, c'est évidemment pas le vote pour Nice en général, pour je sais pas quoi. C'est le vote des participants. Le fait de pouvoir dire que cet appel représente le poids de 150 personnes réunies à Nice le 2 février, le 9 février. Vous voyez, c'est plus important de dire que ça a le poids de 150 personnes qui l'adoptent et qui vont le prendre en charge, plutôt que de dire qu'il tombe de je sais pas où. Mais ni plus ni moins. Après, tout le monde était invité, hein, celui qui a pas... Alors, je sais pas pourquoi ils sont venus alors qu'ils sont 300. Qui est OK? Ou qui est contre? Ça ira plus vite. Qui est contre cet appel? Qui est contre? On l'a pas lu. On vient de le lire. Viens le relire. Donc qui est contre? OK? Ben, tu peux le relire, hein, c'est pas de problème. Donc, on dit que les gens rassemblés assemblés à Nice, 150, on va le relire. Donc c'est un appel qui émane de la réunion de ce soir. Nous, Gilets jaunes, réunis le 9 février 2019 à Nice, avons réaffirmé que nous ne lâchons rien pour notre pouvoir d'achat, pour les services publics, pour le droit des travailleurs, des salariés, des petits patrons, des commerçants, des jeunes, des artisans, des retraités, des handicapés, de vivre tout simplement. Nous constatons que le gouvernement Macron-Castaner a fait adopter le 5 février dernier une loi anti-casseurs qui vise à interdire le droit de manifester à tous ceux qui combattent la politique de ce gouvernement sous prétexte de maintien de l'ordre public. Cette loi, c'est la mainmise totale du pouvoir des préfets sur le droit de manifester. Comme le dit un député LR, c'est le retour à Vichy. Les pas LR, c'est pas que centriste. C'est le retour à Vichy. Un député de la nation. Nous pensons qu'il y a urgence pour les libertés démocratiques. Là encore, c'est le droit de vivre qui est menacé. Ainsi, nous appelons toutes les organisations,
associations, forces démocratiques, magistrats et citoyens à se lever en masse pour exiger l'abandon de la loi anti-casseurs. Très bien. Bravo. Bravo. Alors maintenant, notre gilet jaune là-bas. On vote pas? Oui, mais on va voter. Alors on vote. Alors on revote. Alors qui n'en veut pas? Personne. Tout le monde. Donc la peine est adoptée. À l'unanimité. Bonsoir, je suis Sabine, je suis maman et mamie, comme beaucoup de monde. Je me suis faite une réflexion depuis le tout premier jour. Mon mari me dit que j'ai plus qu'un 6e sens, j'ai un 7e sens, voire un 8e sens, il m'appelle la sorcière. Donc, ma réflexion, je vous la partage parce que je pense qu'elle a du sens. Après, on verra ce que ça donne. Avant d'en arriver aux extrêmes dont monsieur, que j'espère ne jamais arriver, mais qui sont possibles, j'espère que d'ici là, on aura trouvé d'autres solutions que celle-là, mais effectivement, ce serait celle ultime. Je ne suis pas pour du tout, mais pour mes enfants et mes petits-enfants. En l'occurrence, je vais juste vous demander de lever la main. Qui s'est planté une tomate? Qui s'est planté des tomates, des concombres? Écoutez bien. Qui sait faire du pain sans la machine à pain électrique? Alors vous allez voir où je peux en arriver. Vous allez voir où je peux en arriver. Je me suis dit, si un jour ça doit péter grave, il va falloir être prêt. Prêt à quoi? Alors je vais vous dire, j'habite Sospel, je loue une petite maison, j'ai un petit potager avec des poules, on nous donne des œufs. Il va falloir qu'on soit prêt à accueillir les gens qui sont dans les appartements, quand il n'y aura plus rien dans les grandes surfaces, chez les petits commerçants, parce qu'eux ne pourront pas planter et ne pourront pas se nourrir. Donc, ma réflexion, quand on plante une graine, il faut 90 jours pour en récolter le fruit. Vous êtes d'accord? 90 jours. On est d'accord. En l'occurrence, si ces gens-là font des réserves pour 3 mois systématiquement, si malheureusement, ce que je n'espère n'arrivera jamais, ça doit péter, il faut qu'on puisse accueillir ceux qui ont des campagnes et des jardins, des gens pour les nourrir, avec leur famille et leurs enfants. C'est juste ma réflexion. Parce que je ne vois pas juste au bout de mon nez, j'essaie de voir plus loin, en espérant que ça n'arrive jamais. 30 secondes, je termine. Alors là, vous allez rigoler parce que c'est anti tout ce qu'on est en train de combattre. Et je vais expliquer. À mon petit niveau, j'arrive pas à fédérer les gens autour de moi, ils sont tellement cons que c'est pas possible d'être aussi teubé, c'est pas possible. Donc, en l'occurrence, vous allez dire, j'ai été VDI chez Tupperware pendant 15 ans. Donc, c'est tout ce qu'on combat. Hein. Qu'est-ce que je me suis dit? Ben, on va faire du Tupperware avec le gilet jaune. J'invite chez moi 10-15 personnes à qui je vais expliquer tout ça, et à leur tour, elles vont inviter chez eux 2, 3, 5, 6, en fonction de leur capacité dans leur salon, 10 personnes. Et ainsi de suite, on va tisser une toile d'araignée en privé, sans être poursuivi par les forces de l'ordre, puisque ce sera du domaine privé, mais en tissant une toile d'araignée invisible. Voilà. On est particulièrement doué pour l'accueil dans la vallée de la Royale. Bon, on sait où aller manger tout à l'heure. Alors, qui d'autre? Alors, ceux qui ont déjà pris la parole, s'il vous plaît, on va faire autrement. Hein. Ceux qui ont pris la parole déjà, essayez de ne pas la prendre.
Ensuite, Lucien. Non mais viens. Ça va pas. Ensuite Lucien, ensuite toi, et ensuite on arrête, on passe au débat avec une question susceptible d'être posée à nos camarades. Moi je suis Gilles Jeanne d'Aix-en-Provence. C'est juste une information concernant en fait, un événement qui va avoir lieu à Genève. C'est un peu en lien avec tout ce qui a été dit ce soir. Donc le 20 février, en fait, il y a un appel qui a été lancé par les Robes Noires pour aller manifester devant l'ONU à Genève pour revendiquer en fait des observateurs qui viennent en France regarder ce qui se passe avec les violences policières. Donc il y a des bus qui sont organisés au départ d'Avignon pour aller rejoindre Genève. Donc on est plusieurs jurons, donc je vais y aller. Il n'y a pas de bus du 06, mais si vous venez jusqu'à Avignon, on trouvera moyen de vous héberger. Voilà. Merci. Tu fais court aussi, Lucien? Je vais faire très court, Lucien, Gilets jaunes 06. Je vais faire très court, puisque Jacques a déjà présenté pas mal de sujets, c'est-à-dire Commercy. J'étais à Commercy, on était deux pour les Alpes-Maritimes, enfin, d'observateurs. Et je voulais vous donner un petit message, parce que Jacques a dit beaucoup de choses tout à l'heure, c'est très important. Je voulais simplement vous dire que ce n'est pas une coordination, c'est une assemblée des assemblées. C'est pas bien grave. Je pense que ce qu'il faut comprendre avec Commercy, c'est qu'un groupe constitué, c'est-à-dire le groupe Cannes, le groupe Cantaron, etc., peut avoir des représentants à partir du moment où ils le font par rapport à une assemblée citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a un vote, qu'il y a un nombre de personnes répertoriées et qu'ils font des propositions pour l'autre assemblée des assemblées qui aura vraisemblablement lieu soit à Saint-Nazaire dans 2 mois, soit à Paris, peut-être à Montreuil. C'était un peu ce qui était prévu. Alors Montreuil, on ne sait pas trop, mais celle de Saint-Nazaire, c'est certain. Donc ce qu'il faut, c'est en fonction de... J'ai à ma disposition des documents, on va les faire circuler dans la plateforme, je ne sais pas comment, mais bon, parce que je ne suis pas très doué avec Facebook, mais je pense qu'on va pouvoir trouver un moyen de communiquer tout ça à tous les Gilets jaunes 06. Ça veut dire que dans chaque groupe, vous pourrez faire vos assemblées pour émettre des idées qui seront débattues à la prochaine assemblée des assemblées. C'est donc très important que d'y réfléchir en amont pour pouvoir avoir la possibilité de mandater quelqu'un qui pourra parler en votre nom et au nom des Gilets jaunes 06. Pardon. Et deuxième chose, ce qu'il est important de comprendre avec l'appel de Commercy, c'est qu'il y a un retentissement national, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je pense qu'il est important que nous prenions cet outil, qui n'est qu'un outil, qui est une sorte de coordination. On a parlé de coordination, là c'est l'Assemblée des assemblées, mais pourquoi pas? Mais cet outil-là pourrait avoir l'avantage de faire connaître un petit peu notre façon de procéder dans la coordination en PACA ou ailleurs. Voilà, c'est une idée. Et j'ai appris aujourd'hui par un correspondant de Commercy au téléphone, il m'a dit qu'il y avait même des journaux états-uniens qui étaient venus les interviewer. Je crois que c'est le Washington Post, mais je n'en suis pas certain. Donc je veux dire par là qu'on ne parle pas du tout, et je vois que les collègues italiens, c'est très gentil d'être là, ça veut dire que ça dépasse simplement notre hexagone, et ça dépasse aussi le continent européen, puisque ça intéresse les journaux américains. Donc je crois qu'il faut peut-être s'emparer de cette plateforme de Commercy pour que nous puissions à nouveau agrandir notre champ d'investigation. Merci. Dans le Val-d'Oise, en ce qui nous concerne, nous avons décidé effectivement puisque nous avions envoyé des délégués à Commercy, nous avons décidé effectivement d'être dans cette plateforme. Virginia. D'accord. Bonsoir tout le monde.
Je suis très émue de tous vous voir et je suis toujours autant émerveillée par mes concitoyens. Je suis très fière de vous, je voulais vous le dire. Sur la question de la violence, je pense qu'il est très important de distinguer deux types de violence. La première, c'est la violence du système, la violence des oppresseurs ou la violence institutionnelle. C'est celle que nous subissons depuis 30 ou 40 ans avec le néolibéralisme, l'Union européenne et ce qu'on appelle aussi les banksters, les banquiers voleurs. Et l'autre violence, c'est celle que nous sommes parfois amenés à faire en réplique, soit pour nous défendre, surtout pour nous défendre. Je pense qu'il est extrêmement important, parce que les médias, eux, ne montrent que celle des opprimés, la nôtre, pour pouvoir montrer combien les gilets jaunes sont des gens violents, pas bien, machin, faire peur à tout le monde. Je pense qu'il est important de ne pas répliquer, c'est mon avis. Moi je suis une femme, j'ai pas les moyens physiques de répliquer, donc c'est peut-être facile aussi. Mais je pense que le truc c'est de ne pas réagir pour ne laisser subsister que la violence des oppresseurs. Et in fine, quand seule celle-là sera visible, ils ne pourront plus rien faire. Je prends par exemple, et je vous incite à regarder ce que faisait Martin Luther King dans le sud des États-Unis pendant les droits civiques dans les années 60. C'est en montrant la violence des oppresseurs contre les gilets jaunes de l'époque, qui étaient ses semblables, ses concitoyens, que les autres concitoyens américains dans les autres États ont vu qu'on frappait des gens innocents, quelle que soit leur couleur de peau. Et c'était ça aussi qui a fait basculer, les gens se sont mis de tous les États-Unis à écrire à leurs représentants, et c'est ça qui a mis fin à la ségrégation. Je pense qu'il ne faut pas confondre la violence. Il y a la violence du système, ça doit être la seule qui doit pouvoir être montrée au journal de 20h, parce que quand on nous dit vous êtes violent, moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'elle est la violence quand ce sont 6 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, des gens qui sont dans l'usine et délocalisés, qui se retrouvent au chômage. Ça c'est la vraie violence, et il ne faut montrer que celle-là et ne pointer du doigt que celle-ci, pas la nôtre. C'est pour ça que c'est très important, parce que je peux vous dire une chose, j'espère que ça n'arrivera pas, mais il n'y a rien de pire pour un pays que la guerre civile. Rien de pire, ça détruit un pays aussi sûrement, et ceux qui veulent détruire les pays, détruire la nation, et ici en emploient actuellement, c'est nos chers mondialistes avec Macron, leur fondé de pouvoir, ceux-là seraient ravis d'avoir une guerre civile. Qu'on se le dise. C'est ce qu'ils veulent, et nous, c'est ce que nous ne voulons pas. Et même si c'est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et même si le sang doit couler, eh bien nous ne devons pas répliquer. Moi je le pense fermement, nous ne devons pas répliquer par la violence. Nous avons d'autres armes, et n'oubliez jamais, il y a d'autres moyens de remporter des victoires. Bravo. Merci. Patrick, deux mots, et après, donc, on passe au débat. Le dernier, le premier, alors, puisque le premier a Virginie Région. Moi, je voulais profiter justement de notre ami du mouvement syndical italien pour poser la question de la comparaison de ce mouvement citoyen français en formation qui pose le problème de son organisation et finalement l'idée, le projet de devenir de l'institutionnalisation du mouvement, c'est-à-dire du passage d'un mouvement citoyen après s'être organisé en devenant un parti politique. Si on pouvait comparer le mouvement des Gilets jaunes en France, on pourrait le comparer au mouvement 5 étoiles en Italie. C'est un mouvement qui renvoie aux revendications du peuple et qui, sur les sujets fondamentaux, propose au peuple de choisir eux-mêmes, finalement, en fonction des sujets. Donc c'est un mouvement démocratique. On a bien vu que ce mouvement 5 étoiles, qui a fait à peu près 30% en Italie, a permis la constitution d'une coalition qui défend les intérêts du peuple en Italie actuellement, puisque justement elle se bat contre la Commission européenne. Est-ce que selon vous, les Gilets jaunes ont vocation à devenir, après s'être organisés en tant que mouvement citoyen, à devenir un parti politique et se présenter aux élections en France?
sont à 60%. Il y a aussi la Ligue du Nord. Se ho capito, vuoi sapere la differenza tra, diciamo, tra questo movimento che sta nascendo qui in Italia e quello dei 5 Stelle? Ici, et le mouvement 5 étoiles. C'est une colle. Formalmente Formellement. il movimento dei 5 Stelle è orizzontale, Est un mouvement horizontal. ma dietro c'è una cupola, Mais après, au-dessus de cela, il y a une coupole. c'è un'azienda, la Casaleggio Associati. Tu peux m'aider? Pardon? Viens m'aider parce que moi je connais pas je connais pas, mais je sais pas traduire. Dietro il movimento, Derrière le mouvement. chi detiene il simbolo e le teste è un'azienda privata, è la Casaleggio Associati, in cui ci sono persone che se ne conoscono 2 o 3, le altre non sono note. Cosa chiami la Casaleggio? Casaleggio è il nome di un'azienda. Ah, veramente? Sì. C'est le nom de notre Cioè, all'interno i fondatori del Movimento 5 Stelle erano, Alors, les fondateurs erano Beppe Grillo. Pepe Grillo, c'était un humoriste. Je peux traduire? Oui, si tu peux. Non, il dit que il y a une coupole derrière le parti du mouvement 7 étoiles et c'est une... Je ne parlo pas francese. No, ho capito quello che hai detto. Dietro c'è una sorta di cupola. C'est une entreprise, en fait, ça s'appelle la Casaleggio. Et la Casaleggio, c'est une entreprise qui a pris un petit peu le contrôle de ce parti. Formellement c'est démocratique, mais detiene il controllo della piattaforma Rousseau, che è una piattaforma informatica, ma non è trasversale, ce l'hanno loro. Il y a une plateforme informatique qui s'appelle la plateforme Rousseau. Il movimento vota e 3 persone dicono che i risultati. Il y a des gens qui décident derrière, c'est pas vraiment démocratique, en fait, c'est pas vraiment un mouvement démocratique. Il y a une plateforme, mais après il y a des personnes derrière qui décident. Io posso dire per esperienza diretta, da quando andavo a scuola, che alla fine è sempre una questione di minoranze organizzate. À la fin, c'est toujours une décision des minorités organisées, les mouvements. Quando nasce un movimento come il vostro, quand naît un mouvement comme le vôtre, va precipitata un'organizzazione trasversale, ma dovete darvi un'organizzazione. Il faut se donner une organisation. Perché vedendolo da fuori, voi state fronteggiando il nemico vero, il mostro. En regardant de dehors, on voit que vous faites face au vrai ennemi. E per buttarlo giù dovete essere organizzati. Et pour le faire tomber, il faut être organisé. Io ve lo dico con molto rispetto, non so. Je le dis avec beaucoup de respect. Ils sont ensemble, ils viennent tous les deux. Comment? Ils sont ensemble les deux, la Ligue du Nord et ils sont ensemble. Che sono insieme la Lega e il Movimento 5 Stelle. No, sono insieme al governo, ma le differenze politiche, diciamo... C'est un contrat de gouvernement. La Lega è un populismo di destra, 5 Stelle la base è un populismo di sinistra. C'è una coalizione. Il problema è, come vi ha spiegato il mio amico, è che nel governo in Italia non ci sono solo 2 partiti, c'è Movimento 5 Stelle, Lega e c'è un terzo partito, il partito del presidente Mattarella, che è il partito dell'Unione Europea. Donc au gouvernement, il y a 3 partis, il y a le mouvement 5 étoiles, il y a la Lega et il y a aussi le président Mattarella et le parti de la Commission européenne. Che ha infiltrato il governo, ci sono uomini in ogni ministero che fanno pressione e tutti i giorni sui giornali dicono l'Europa si arrabbia, adesso Macron si è arrabbiato, no? Macron si è énervé. E non compra più l'Alitalia. Il n'achète plus la compagnie aérienne Alitalia. E noi siamo contenti perché non siamo più in vendita. Bravo, grazie. Perché i nostri governanti ci hanno reso in vendita sui mercati d'Oriente, come si dice. Siamo un paese in vendita.
précédents, ils mettaient tout en vente. Oui, c'est ça. Comme on fait en France. E io se posso dirvi a termine, come ho detto, con molto rispetto, Et moi, si je peux dire, avec beaucoup de respect, precipitate un'organizzazione perché state facendo una guerra vera. organisez-vous, parce que vous êtes en train de faire une vraie guerre. Un'organizzazione orizzontale, trasversale, ma c'è bisogno di testa, testa, vedendolo da fuori. Ok? Il y a besoin de cerveau, de faire marcher une organisation horizontale qui marche avec la tête. Perché vedendola sempre da fuori, stavamo parlando, un esempio con i miei. Un exemple. Se voi circondate l'Eliseo, si vous entourez l'Élysée, 500.000 persone, 500.000 personnes, una settimana, 2 settimane, e non andate via nessuno. Et personne part. 5 missiles. Faut pas accéder à de siège. Non, mais de toute façon, ils ont des souterrains. Che fanno? Io vengo da una generazione che ha visto la lotta armata in Italia. Qui a vu la lutte armée en Italie. Ah oui, oui. Le risultati 5.000, 10.000 prigionieri politici. Le résultat, 5.000, 10.000 prisonniers politiques. 10.000 prigionieri politici. 10.000 prisonniers politiques. 40.000 inquisiti. 40.000 sous procès. Vite distrutte, ergastoli. Des vies détruites et des prisons à Bisogna stare contenti che quando si alza il livello di scontro, parallelamente si alza il livello di scontro e la gente comincia a non partecipare. Et les gens ils commencent à partir. Diventa una guerra fra elite. Ça devient une guerre entre e noi per esperienza siamo meno forti. Et par expérience, nous on est moins forts pour ce genre de Esperienza del passato. Voi siete tanti, la vostra forza è il numero. Votre force c'est le nombre. Usate la testa. Non... Utilisez le cerveau. Usate la testa. Usare la testa, le cerveau. Le cerveau, il cervello. Va bene, in francese non traduce. Come si dice là? D'autres questions? Je sais qu'il se fait tard, mais un peu de discipline. Est-ce que d'autres questions? Le problème, c'est l'organisation. C'est l'organisation de chaque niveau. Oui, non? Vas-y alors. Le gros problème, c'est l'organisation. Oui, je vais demander en fait par rapport à la position, je crois qu'il y a une sorte de crise entre la Ligue et les mouvements de Cinque Stelle par rapport à la question sur le notable, sur le train, le plan Turin. Alors j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'ils en pensent du notable et de la crise, voilà. Alors, sur la question de la table. Oui. TGV. Lyon-Turin. Lyon-Turin, oui. Pour le mouvement 5 étoiles, c'est en question identitaire de refuser l'autre vélocité. Ok? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas continuer le travail pour ce tunnel entre l'Italie et la France. C'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles, c'est une chose très plurale à l'intérieur, mais il a une âme ambientaliste très forte. Et si vous voulez, très gauchiste, ou écologiste. Écologiste. Ah, okay. Et c'est une des différences avec la Lega Nord, ou Lega, aujourd'hui seulement Lega. Parce qu'il y a un changement très intéressant, non? Parce qu'ils ont été sécessionnistes du nord pour laisser l'Italie, du sud et aller avec l'Allemagne, pas avec la France, avec l'Allemagne. Mais aujourd'hui,
ce sentiment patriotique du peuple italien a poussé la Lega à changer d'aspect. Et c'est une chose très importante. C'est-à-dire qu'ils sont les partis de la droite nationaliste italienne. C'est incroyable, parce que la vieille droite libériste de Berlusconi a tombé complètement. Complètement. Mais il n'y a pas seulement de différence sur la question de l'écologie. Par exemple, Venezuela. La Lega, c'est un parti, comme nous disons, réactionnaire, de droite. Un petit peu classique, populiste, mais droite classique. C'est-à-dire pour nous, anticommuniste, très fort anticommuniste, mais populiste. Et ils ont dit sur le Venezuela qu'il faut reconnaître Guaido. Exactement la même position de l'élite, du Parti démocrate, de Berlusconi, de l'Union européenne, etc. Mais vous devez, le mouvement 5 étoiles a dit non. Parce que à l'intérieur du mouvement 5 étoiles, il y a une histoire de liaison avec le bolivarisme latino-américain. Okay? Mais vous devez comprendre qu'à l'extérieur de l'Italie, toute la presse de l'élite, il parle de Salvini, 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 la Lega. Et pour faire croire que c'est Salvini qui dirige le gouvernement. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le mouvement 5 étoiles, il a pris 33% des votes et la Ligue la moitié. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du gouvernement, la Ligue a la moitié des ministres de la Ligue, des 5 étoiles. Alors, et il faut rappeler aussi que les premières lois qu'il a fait le gouvernement, 5 étoiles Lega, l'été dernier, c'est le décret, la loi dignité. C'est-à-dire de changer, d'améliorer beaucoup de choses sur la question des droits du travail, des droits du travailleur. Alors, nous pouvons dire qu'il y a à l'intérieur du mouvement 5 étoiles beaucoup de contradictions. Et c'est un mouvement, je pense, comme les Gilets jaunes, il y a beaucoup des opinions politiques. Il est né comme une confédération des idées et des comités de base. Okay? Mais nous pouvons dire que c'est un populisme de gauche, en un certain sens. Vous avez compris? Oui, c'est clair. Et nous ne pensons que cette coalition de gouvernement peut durer beaucoup de temps. Par exemple, ils vont à l'élection européenne, mais ils vont non pas seulement séparer, mais opposer. Opposer. C'est une chose, c'est un paradoxe peut-être pour vous, mais pour nous Italiens, nous sommes habitués au paradoxe. Vous connaissez, hein? Okay. Nous avons beaucoup de choses similaires entre les revendications, similaires entre les revendications générales des Gilets jaunes et le mouvement 5 étoiles. C'est vrai, parce que le mouvement 5 étoiles, quand il est né, a parlé de démocratie directe, pas de policiers professionnels et beaucoup de choses comme ça. Démocratie directe, uno vale uno, come si può dire uno vale uno? Un vote. Le slogan principal du mouvement 5 étoiles, qui a gagné beaucoup de consensus en Italie, c'est uno vale uno. Non à la délega. Ok? Oui, exactement. Alors, c'est pas pour une erreur que Di Maio a cherché une liaison avec les Gilets jaunes. Et ce n'est pas seulement pour les jaunes, les couleurs. Bien sûr, quel est le problème? C'est qu'ils n'ont jamais imaginé, un 4 mai, de devenir le premier parti en Italie. Ils n'ont pas eu du temps pour construire, comme vous pouvez différemment appeler, une classe dirigeante. Ok? Si tu veux au gouvernement, tu n'as pas seulement besoin de 10 ministres. Parce qu'à l'intérieur du ministère, il y a 2000, 3000 personnes qui sont libéristes dans la tête. Vous comprenez? Ok? Et tu as besoin de changer
la télévision publique. Et tu n'as pas de journalistes pour changer la télévision publique. Toute la télévision publique italienne, ils n'obéissent pas à le gouvernement. C'est tout contre le gouvernement. Tous les ministères sont contre le gouvernement, sont contre le ministre. Alors, c'était un exploit. Très vite. Alors, pour changer un pays, il faut le peuple, comme vous disiez, mais il faut aussi que ce peuple va construire un nouveau État. Et ce n'est pas facile de construire un nouveau État. C'est là le problème du gouvernement en Italie. Et c'est là que l'élite néolibérale européiste, ils cherchent de saboter, de renverser le gouvernement. Parce qu'ils ne sont pas capables, quelquefois, de faire les choses. Parce que, vous savez, comme a dit Lénine après la révolution d'octobre, pour comprendre une métaphore, Lénine a dit dans les vingtaines, nous sommes à la guide d'une voiture, mais la voiture ne répond pas à notre commande. Voilà la situation des 5 étoiles en Italie. On a aussi le même problème, c'est le problème de l'administration dite d'administration centrale, ou de la grande administration, mais c'est à tous les niveaux, hein, dans les mairies, absolument partout. Lorsqu'un maire change, par exemple, hein, dans une commune, eh bien, l'administration, les fonctionnaires communaux restent. Et ils restent avec leurs idées, qui sont souvent les idées de l'administration précédente. Et donc, ils mettent des bâtons dans les roues au maximum pour que les choses ne se fassent pas. Voilà. Donc, alors c'est vrai, dans une municipalité, c'est grave pour le maire, mais c'est pas grave pour le pays. Par contre, quand on arrive au niveau d'un pays, là, c'est vraiment très grave. Voilà. D'ailleurs, ça veut dire que dans le cas d'un programme de gouvernement et d'une prise de pouvoir, ça veut dire que c'est quelque chose dont il faut s'occuper immédiatement. Immédiatement. On ne peut pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois d'essayer de convaincre des hauts fonctionnaires qu'on ne pourra pas convaincre. Il faut, comme on dit dans une chanson, faire table rase des fonctionnaires. Et ils connaîtront un peu de chômage, ça leur fera pas mal, hein, et puis les remplacer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça concerne, en fait, en Italie, j'ai vu sur le réseau français de Telegram, il y a un Italien qui s'appelle Andrea Libero Gioia, qui dit qu'il traverse le pays pour demander dans les différentes villes de faire des assemblées constituantes. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il traverse, il marche? Oui, il marche. D'accord. Il marche. Oui, nous sommes au courant, mais c'est un petit chose. Oui. La question de l'Assemblée constituante, c'est une question qui est très sérieuse, que ni les 5 étoiles ni la Lega ils vont imposer. Mais nous pensons que premier point, hein? Non, primo poi, come si dice? Le plus important. Prima o poi, prima o dopo. Plus important. Tôt ou tard. Tard ou tard, nous aurons ce problème-là. Parce que nous avons une crise qui ce n'est pas seulement la crise de l'élite, une crise politique ou une crise sociale, c'est une crise très profonde, institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de reconstruire à nouveau République. Comme vous. C'est la même chose. C'est la même chose. Et vous avez déjà commencé? Comme nous pouvons commencer à construire l'Assemblée constituante, nous disons qu'il faut une Assemblée constituante. Parce que, par exemple, il y a une question que vous n'avez pas en France, je pense, si j'en puis, de la soi-disant question du fédéralisme. Vous n'avez pas cette question en France. En Italie, nous avons une minorité française, une minorité allemande, une minorité slave. Nous avons les Siciliens, nous avons la Sardaigne. Il y a une question de répartition et de repenser la République. Parce que l'Italie est née sur le modèle centraliste français.
Ok? Nous n'avons pas le fédéralisme comme en Allemagne, comme en Angleterre ou comme en Suisse. Hein? Il y a la question de la Lega qui va poser cette question-là. Mais nous disons, ne touchez pas sa constitution, nous défendons notre constitution, que ce n'est pas comme la constitution de la 15e République vôtre, hein? C'est différent. Nous sommes partisans de notre constitution. Pour le moment, ne touchez pas. Parce que si tu veux toucher maintenant, tu n'auras pas une république meilleure, mais une chose terrible aujourd'hui. Alors, il faut tactique politiquement. Il faut tactique. Nous pensons qu'il faut une assemblée constituante, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de relations de force pour avoir une assemblée constituante pour une chose positive. Parce que la droite c'est très forte, parce que le Parti démocratique c'est objectivement allié avec la droite. Et ils vont proposer quelque chose qui est un fédéralisme fonctionnel à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne il demande de donner pour pouvoir à les régions, à tous les... C'est-à-dire que la tendance aujourd'hui c'est de l'Union européenne de changer la constitution. Renzi a cherché de changer la constitution pour démolir l'État central, ok? Et pour indébolir. Pour affaiblir l'État national. Alors, nous, je suis fédéraliste, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous défendons l'unité nationale, la constitution italienne et l'État fort italien. Parce que seulement l'État fort pour résister et combattre contre la tendance à coloniser l'Italie. C'est la même chose chez nous. Hein. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il y avait une tentative de regrouper l'Alsace. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Les gens ont voté non. Et bien, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. On a décidé que ça se faisait, et donc ça se fait aujourd'hui. Et nous aurons le même problème, se posera le même problème, nous aussi, d'une assemblée constituante, vraisemblablement. Hein. Donc, ce sont des questions extrêmement, non pas compliquées, parce que quand on dit que quelque chose est très compliqué, c'est en principe qu'on ne veut pas le résoudre. Donc, les choses ne sont pas compliquées, mais on doit les prendre avec précaution et avec du temps, en réfléchissant et en mettant des choses en place. Mettre en place une nouvelle assemblée constituante, ce sera vraisemblablement nécessaire, mais il faudra prendre le temps de le faire. Il y avait quelqu'un d'autre. Encore? Vas-y. Ah oui, pardon. Vas-y de là-bas si tu veux. Si tu parles assez fort. Oui. Il y a une vidéo qui circule sur Internet qui s'appelle Gilets jaunes, ce que vous devez savoir, et qui, comment dire, il y a une corrélation avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en fait, il s'avérerait que les banquiers, enfin les Rothschild, vendraient toutes leurs actions en ce moment, ils l'ont déjà fait, pour acheter massivement de l'or. Il y a les Russes et les Chinois qui délaissent progressivement le dollar pour acheter massivement de l'or. En fait, en général, quand ça se passe, c'est qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose de très grave. Et ça s'est passé, paraît-il, en 1929. Et en fait, leur but, c'est de créer un ordre mondial. Et c'est pas du fantasme, c'est pas la théorie du complot, puisque dans cette vidéo-là, on voit Sarkozy, Villepin, Jacques Attali, le père Obama, le père Bush, qui est décédé, et Obama dire qu'on va vers un ordre mondial, que c'est inévitable, et Sarkozy, on entend dire que rien n'empêchera d'aller vers un ordre mondial, et Jacques Attali affirme même, c'est en toute, il le dit très clairement, hein, voilà, il dit ça passera par une guerre ou pas. Bon. Et en fait, le but, c'est de créer le chaos dans les États, déstructurer les États, en faisant une immigration massive pour déstructurer les États. Et donc, normalement, la crise, ils veulent créer une crise économique mondiale majeure. Ça devait être en 2018, ils ont un peu de retard, et ça devrait venir en 2019 ou 2020. C'est le peuple qui demandera son gouvernement mondial.
Non, mais là c'est les hauts dirigeants qui veulent cette organisation mondiale. Donc, préparez-vous parce qu'ils veulent mettre le chaos dans les pays. Il y a déjà le chaos. Bon, non, mais là, c'est le début. Il n'y a pas de... Ça va être comment mieux Il n'y a pas vraiment de question, mais le gouvernement mondial, ça existe déjà. Ça s'appelle la mondialisation. La mondialisation néolibérale, pour être précis, c'est-à-dire la mondialisation financière, dirige déjà une grande partie de la planète. Alors, il y a des résistances aujourd'hui, enfin, il y a des résistances. Il y a des gens qui ne sont pas dans cette mondialisation au même niveau que les autres, mais cette mondialisation existe. Donc la mise en place d'un gouvernement mondial, bon, on peut toujours après aller vers comment appelle-t-on ça, Tu vois cette tendance, oui, c'est pas ce que je veux dire. Non. On peut aller vers le grand complot, hein, c'est ça, mais bon, les puissances économiques existent. Aujourd'hui, elles dirigent la mondialisation néolibérale qui a mis à genoux la plupart des pays et des peuples. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, mais ils s'en sont déjà occupés pas mal et le chaos économique est déjà là. Ils peuvent faire ailleurs aussi. Oui, mais il rapporte concernant la Grèce ou au Venezuela. Je reviens juste sur, il vient d'aborder le nouvel ordre mondial. Moi personnellement, je suis du genre à pas croire à ce genre de conneries. Sauf quand je vois Macron qui déclare sur BFM, avec Trump, nous contribuerons à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens. C'était tout. Mais ça, J'ai une question. Oui, vas-y. Je voulais demander si la crise diplomatique franco-italienne, là, c'est... En italien. Hein? Non, en français. Ah, ouais, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Je traduco, c'est... Si, ok. Mais si c'est vraiment cette visite de Di Maio, ou est-ce que c'est le scandale qu'ils ont fait autour du franc CFA, le contrôle du franc colonial est-ce que c'est lié à ça ou c'est lié que à la visite, à le soutien des Gilets jaunes? Alors, il y a des raisons plus profondes. Alors, nous disons que l'Allemagne c'est le principal pays qui a construit l'Union européenne. Mais pour l'Italie, si tu fais une comparaison entre les investissements financiers de France et de l'Allemagne, les résultats c'est très récent l'étude, que la France a investi 325 milliards d'euros et l'Allemagne 55. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des banques, la grande distribution, des industries, beaucoup de choses. Et il y a, et tout cela a fait possible parce que les gouvernements précédents ont littéralement vendu, ok? Alors, ces gouvernements-là expriment la tendance opposée à freiner cette colonisation financière, premièrement financière, du système bancaire français. Ok? Alors, voilà la raison du fond. C'est une contradiction économique et financière très forte. Après, bien sûr, il y a la politique. C'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles est devenu le champion de la résistance contre l'impérialisme financier français. Vas-y. Tu as compris? J'ai compris. Crie pas trop fort parce qu'il est puissant celui-là. Alors, c'est-à-dire que pour Macron, normalement en mars, c'est fini, d'après moi, je le sais. Et j'ai parlé avec des personnes qui m'ont dit que sur Internet, ils parlaient de Macron qui prendrait un avion en mars, justement,
et qu'ils descendraient l'avion en mars. Comme moi j'ai dit en mars, bon, il y aura quelque chose qui va pas pour Macron. Et eux m'ont dit, justement, en mars, ils parlent sur Internet qu'ils prendraient un avion et qu'ils seraient descendus. Voilà, c'est pour ça qu'on va changer les choses. Si seulement il pouvait aller sur Mars.